Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Thé dans l'actu. Aujourd'hui, nous sommes à Pont-l'Abbé dans la réserve du musée Bigoudin. Le musée est fermé pour cause de travaux depuis 2021, mais ça ne l'empêche pas de continuer à récolter des trésors. Nous allons découvrir quelques pièces exceptionnelles acquises cette année, mais avant, place à l'actualité bretonne. Pour faire face aux difficultés de recrutement dans les exploitations agricoles, des producteurs de la SICA, dans le Nord Finistère, ont commencé à faire appel à de la main-d'œuvre marocaine depuis 2 ans, en collaboration avec la plateforme France-Maroc Recrutement. Des missions de 6 mois, payées au SMIC avec charge allégée, qui leur permettent de combler les besoins des exploitations. Maintenant, on apprend l'expérience pour couper les chaux et pour voir les choses comme ça. C'est bon pour nous. On est arrivé à 31 octobre, on part à 27 avril. On est content de retourner au Maroc pour voir mes enfants. Cette année, une quinzaine de producteurs sont concernés pour une centaine de saisonniers recrutés. Et pour les héberger, la SICA a investi dans le dur en rénovant cet ancien motel à côté de leur siège. On a 13 bungalows. Donc en gros, on est sur l'ensemble des bungalows sur l'espace aujourd'hui à une cinquantaine de lits disponibles. Un coup de pouce aux agriculteurs qui vise à être reproduits dans le reste du territoire. Un logement à trouver en bord de côte, chez nous, c'est compliqué. Donc là, on n'aurait pas embauché, je suppose, s'il n'y avait pas eu cette solution-là. Les logements à Saint-Paul, ici, c'est pour la première année, voire 1 an et demi, mais on va investir dès qu'on aura une opportunité plus près de chez nous pour qu'ils puissent rentrer à midi, pour qu'ils puissent, parce qu'ils ont une salle de pause et tout à la ferme, mais bon, que ça soit plus simple. Autre piste, la SICA a aussi investi dans des bungalows à Plouguerneau et d'autres projets de ce type sont encore en attente d'autorisation administrative à Kerlouan et à Lanmeur. Une certitude en tout cas, pour cette équipe, c'est reparti pour l'an prochain. On revient l'année prochaine, je l'ai dit, le patron il m'a dit ok, La même équipe, il n'y a pas de souci. c'est ça. Une quinzaine de références de bière, du cola 100% breton, la réputation de la brasserie Lancelot n'est plus à faire. Créée en 1989, elle enregistre en 2024 un chiffre d'affaires record, 30 millions d'euros, bière et soft confondus, soit 5% de plus qu'en 2023. Cette année, le Brace Cola pourrait d'autant plus tirer son épingle du jeu sur le marché français des softs, car son rival américain pourrait voir ses prix augmenter à cause des nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump. On va s'adapter comme on l'a toujours fait. On a l'habitude de voir de la variabilité dans la demande, liée à la saisonnalité, liée à ce qu'on soit un produit breton dans une région touristique. On est en train de s'organiser pour accompagner une croissance de nos produits quoi qu'il arrive. Donc on anticipe tout type d'augmentation de demande de la production qui pourrait arriver. Pour répondre à la demande, Simon Joly et son co-dirigeant ont investi 6 millions d'euros dans l'agrandissement du parc de production. En 2025, 130 000 hectolitres de bière pourront ainsi être produits dans les cuves de la brasserie morbihannaise. Plus de bouteilles et un conditionnement plus vertueux, promet son directeur commercial. Depuis 2 ans, on baisse notre utilisation de carton de 10 tonnes par an et on va continuer dans cette voie-là. Et il y a surtout ce volet réemploi. Aujourd'hui, toutes nos bouteilles sont réemployables, toutes nos étiquettes collent. Voilà, on est vraiment en ordre de marche pour faire partie des brasseurs bretons qui portent ce projet. La brasserie commercialisera dans les prochains mois de nouvelles boissons. Bière aux fruits rouges, sans alcool ou soft, il y en aura pour tous les goûts. Ce week-end, la manufacture de Morlaix a vibré au rythme de Panorama. Après 1 an et demi d'arrêt, le festival est de retour avec une programmation électro et techno, un combo gagnant pour le public. Le festival affichait complet le samedi soir et a accueilli près de 10 000 personnes sur tout le week-end. Une bonne nouvelle pour les équipes du festival. Si cette année les comptes ne sont pas encore tout à fait à l'équilibre, le directeur de l'association VART à l'origine de Panorama espère s'en approcher l'année prochaine au vu du succès de cette édition. Super bilan, on est content. On fait du monde, il fait très beau. On pense avoir trouvé une formule qui fonctionne bien et on a vu l'adhésion d'ailleurs. On a senti que vendredi, les gens qui étaient venus avaient envie de revenir le samedi. Les artistes étaient ravis. Ils étaient
sous le charme de ce lieu et du public exceptionnel de Panorama, parce qu'ils ont vraiment été super sur tous les concerts. Le festival Panorama reviendra l'année prochaine à Morlaix, toujours vers fin mars, début avril. Les dates seront annoncées très prochainement. Un banc pour se souvenir. À Carantec, ce lundi, la ville a inauguré un banc rouge en mémoire de Florence Urien et ses filles Romane et Isia Marie, tuées en octobre 2022 à Carantec par un membre de leur famille. Le banc fait face à la mer sur la plage de Quélen. La ville a choisi une couleur rouge pour interpeller les passants et rendre hommage aux victimes de violences intrafamiliales. 46 infanticides et 94 féminicides par compagnon ou ex-compagnon ont eu lieu en France en 2024. Allez, on est de retour dans les réserves du musée Bigoudin à Pont-l'Abbé et je suis avec Solène Bohénègre, responsable scientifique du musée. Bonjour. Bonjour. Solène, le musée est fermé depuis 2021 pour cause de travaux. Donc là, on est dans les réserves où sont exposées quelques pièces des collections. Et cette année, le musée a acquis une 50aine de nouvelles œuvres, dont celle-ci, qui est apparemment exceptionnelle. Donc les gens nous sollicitent toujours effectivement pour des propositions de dons, d'achats, dont cette pièce assez incroyable. Des corsage de mariage de la fin du 19e, donc vraiment au pays Bigoudin, remarquable de toute façon à ses couleurs et à sa broderie évidemment. Alors on les connaît très bien sur l'iconographie, sur les photos de famille évidemment, mais ce sont des objets très sensibles. Celui-là commence à affaiblir un tout petit peu, la soie commence à partir un tout petit peu sur les manches, mais d'une manière générale il est en excellent état. On en connaît quelques rares exemplaires. Le cercle celtique de Pont-l'Abbé en a un quasiment identique, et puis les autres qu'on connaît, musée départemental breton, musée de Rennes et même au Mucem à Marseille, leur ensemble équivalent sont vraiment très fatigués, très abîmés, donc on ne peut plus en fait tellement les exposer. Donc celui-là nous permettra en fait une certaine rotation, on ne pourra pas le laisser non plus trop longtemps. Et derrière vous, je vois ce gilet, on dirait vraiment un gilet Bigoudin, mais en fait c'est un déguisement. Alors, un déguisement, oui, aujourd'hui, on pourrait appeler ça un déguisement. Au 19e siècle, on appelait ça un vêtement de travestissement. Donc, ça permettait d'aller à ce qu'on appelle des bals costumés. Et ça reprend vraiment l'ornementation des chupènes bigoudins, plutôt originaire du nord du territoire bigoudin et dans la première moitié du 19e siècle. Produite probablement par les Quimpérois, parce que la manière en fait, de broder est assez plate, contrairement aux brodeurs bigoudins qui auraient fait des choses très en volume. Et puis alors ce genre de pièces-là, c'était envoyé partout en France, en Europe, on en retrouve un peu partout, vraiment pour ces grands bals déguisés, mais souvent dans les grandes villes, type sur Paris. Donc les Parisiens se déguisaient en breton à l'époque. Absolument, et c'était très fréquent, et il y a vraiment de très belles pièces qualitatives, parce qu'en vrai, c'est une pièce qui est très qualitative. Il y a à peu près 7000 objets dans le fond du musée Bigoudin, mais vous êtes toujours à la recherche de nouveaux objets pour documenter un peu la vie des Bigoudins au travers des siècles. On sait exactement ce qu'on a et surtout aussi ce qu'on n'a pas, notamment le quotidien du 19e siècle par exemple, où tout le monde est habillé en noir au quotidien. On n'a aucun gilet de cette période-là. Donc ça, c'est vraiment des pièces, je pense, qui ont été trop usées, qui ont été jetées. Et puis, notamment, il nous manque un peu de fond sur le haut pays bigoudin, qui avait des manières de se vêtir un peu différentes des gens du sud du territoire. Donc là, on monte vers Pouldreuzic, Plozévet, Plogastel-Saint-Germain, avec une perméabilité plus importante avec le pays de Quimper. Et donc cet ornement, par exemple, à la Canty, qui est plutôt propre au pays de Quimper, mais là on a vraiment un gilet de coupe bigoudaine, donc voilà, n'en pas douter, c'est un gilet bigoudin, mais vraiment influencé par les modes de Quimper, et ce qu'on ne retrouve jamais ici dans le sud du territoire. C'est important de conserver tous ces objets. Qu'est-ce que ça nous apprend de l'histoire des Bigoudins au XIXe siècle ? Alors, pour qui sait les lire, ça nous apprend des tonnes de choses. On a souvent vu le pays bigoudin comme un territoire assez enclavé, tout à l'ouest. Oh, ces pauvres femmes qui ont gardé la coiffe tardivement. Mais en fait, ce n'était pas du tout une ignorance ni un enclavement. Bien au contraire, ces femmes-là, elles étaient ouvertes sur l'Europe. Enfin, ce n'était pas du tout une question d'enclavement. On sait très bien que la vie des ports ici a permis d'ouvrir le territoire à la France et à toute l'Europe. Et
Et notamment, ces deux pièces du 19e siècle nous disent toute la circulation des matériaux avec des draps qui vont venir de Montauban dans le Tarn. On avait toute l'ornementation à la soie qu'on a retrouvée, ces belles manches jaunes et rouges. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire venir de Lyon. Et donc tout ça nous dit qu'on a une particularité, une identité vestimentaire en pays bigoudin qui est très forte, mais en fait qui vient avec des matériaux qui viennent d'absolument partout. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, si on est dans les réserves aujourd'hui, c'est parce que le site du château où était le musée Bigoudin est en rénovation depuis 2021. Mais ça ne signifie pas l'arrêt des activités du musée parce que vous continuez de faire des expositions hors les murs. Oui, notamment des expositions au Centre culturel Le Triskel les étés. On a travaillé avec Mathias Ouvrard, avec Jacques Godin qui est un peintre. Voilà, on a fait plusieurs expositions. On a travaillé aussi un peu avec les commerçants qui nous ont prêté leurs vitrines. Tous les ans, on fait une soirée, ce qu'on appelle une soirée des acquisitions, où on présente l'ensemble des acquisitions qui ont été faites pendant l'année. Donc ce sera le 10 avril au Centre culturel Le Triskel, un petit temps d'exposition à partir de 17h30. Et à 18h30, effectivement, je vais prendre la parole pour expliquer un petit peu l'ensemble des pièces. Merci beaucoup Solène pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. Kenavo.